1945, c'est la fin de la guerre. Maintenant, on peut reprendre espoir. Maintenant, on peut recommencer vraiment à vivre. À cause des restrictions du gouvernement fédéral, plusieurs avaient été obligés de faire des économies, d'autant plus qu'ils ne pouvaient pas acheter bon nombre de biens. Maintenant, tout va réapparaître. La censure disparaît, la main-d'œuvre maintenant devient beaucoup plus libre, les salaires sont libérés, le rationnement est chose du passé. Et dans les magasins, réapparaissent les appareils électriques. Maintenant, on peut songer à s'acheter une automobile et même avoir des pneus neufs. La construction reprend à la campagne, où le Crédit agricole permet aux propriétaires terriens soit de rénover d'anciens bâtiments, soit d'en construire de nouveaux. Les vétérans, entre autres, vont avoir accès à des programmes particuliers qui vont leur permettre de construire leur propre maison. Les caisses populaires vont fournir des prêts. À ce moment-là, tout bouge, surtout dans ce domaine-là. La plupart des nouveaux centres domiciliaires comportent des terrains de jeu. Il faut de l'air et de l'espace pour les enfants. La société de consommation veut voir grandir ses futurs clients. Le phénomène baby-boom n'est pas propre au Québec. C'est un phénomène vraiment du monde occidental. Une des conséquences, ce sera le rajeunissement de la population. Au Québec, en 1961, 45% de la population a moins de 20 ans. Les parents doivent envoyer leurs enfants à l'école jusqu'à l'âge de 14 ans. Après, ils peuvent les retirer. Bien des francophones ne se gênent pas pour le faire, avec le résultat suivant, 3 fois moins de francophones que d'anglophones atteignent leur 11e année. Et d'après les statistiques, seulement 13 élèves sur 100 dépassent la 11e. Les immigrants venus d'Italie aménagent dans leur quartier des espaces pour leur sport favori, le foot, une nouveauté pour les Montréalais. L'immigration la plus importante est celle qui est en provenance d'Italie. En 1946, le Québec n'accueille que 38 immigrants d'origine italienne. Mais entre 1951 et 1960, chaque année, on en reçoit à peu près entre 5 000 et 8 500. En 1951, à Montréal, dans la ville de Montréal, les Italiens étaient le groupe le plus important après les francophones et les anglophones. Ils représentaient exactement 2,7% de la population. 10 ans plus tard, ils dépassent 6%. Si au cours de cette période, la population du Québec augmente d'environ 30%, celle du Canada subit à peu près le même accroissement. De sorte que l'importance numérique du Québec au sein du Canada demeure à peu près la même. Les développements de la province de Québec dans le domaine industriel sont fantastiques. Ceux qui, comme moi, sont obligés, à différentes époques, à différentes périodes, de parcourir notre immense province, la plus grande de la Confédération, constatent des progrès et des développements incroyables. Il faut les voir pour les constater. Mais ils sont tellement nombreux, situés à tellement d'endroits, qu'il n'est pas permis de ne pas les voir. Il n'y a pas que les multinationales qui font du progrès. Des entreprises canadiennes-françaises connaissent un développement extrêmement rapide. Citons pour mémoire les Bombardier, les Vachon, les Simard, les Briand. Leurs entreprises peuvent maintenant compter sur un plus grand nombre de diplômés universitaires, ingénieurs ou architectes. Il y a un autre secteur de l'économie où les Québécois vont s'affirmer de plus en plus, c'est celui de l'hydroélectricité. Pour répondre aux besoins accrus d'énergie, Hydro-Québec, fondé en 1944, va agrandir les centrales déjà existantes et en construire plusieurs autres. La province de Québec est le pays le plus riche en électricité, le deuxième au point de vue de potentiel électrique au monde. C'est l'endroit où l'électricité sert le plus de monde. La région qui se développe le plus rapidement, c'est la Mauricie, grâce à la rivière Saint-Maurice.
Une rivière tumultueuse, parfaite pour la construction de barrages. Les nouvelles usines auront ainsi accès à des sources d'énergie quasi inépuisables. L'idée de nationaliser le système hydroélectrique, née dans les années 30, réapparaît. La ville de Québec est une ville de fonctionnaires et entre 1944 et 1960, leur nombre va doubler. Comme leur emploi est surtout d'ordre politique et que le pouvoir ne bouge pas, ils ne bougent pas non plus. Il arrivait parfois qu'on essaie d'acheter les consciences ou du moins les votes. Une autre façon de gagner les élections, c'est la personnification. En langage populaire, c'est le passage de télégraphe. Certaines personnes, munies d'une fausse identité, étaient payées pour aller voter à la place d'une autre, un absent, un malade ou une personne défunte. La légende raconte que dans un petit village de la Beauce, un jour d'élection, il s'est retrouvé dans l'urne de scrutin plus de votes qu'il n'y avait d'électeurs légitimes. On a alors demandé au Premier ministre de commenter la chose et il a tout simplement répondu « Cela montre l'enthousiasme de la population pour l'Union nationale ». La corruption et le patronage qui existent à l'époque de Duplessis en surprennent bien peu. Peu sont scandalisés de ce qui se passe, car on sait que ça se passe ailleurs, dans d'autres provinces, que ça se passe au niveau fédéral. Ça s'est passé avant, ça se passera après. On sait fort bien qu'au cours de la Deuxième Guerre mondiale, des industriels se sont enrichis de façon outrageuse avec l'industrie de guerre. Les régions rurales, plus que tout autre, profitent des largesses du gouvernement. Dans chaque comté, un homme important, l'organisateur de l'Union nationale, préside à la distribution des contrats. Chaque contrat comporte une clause illicite, en vertu de laquelle le contracteur verse au parti de l'Union nationale environ 10%. Ainsi s'enrichit la caisse électorale, sans oublier l'argent des amis du parti. Qu'est-ce qui tenait à une certaine affection pour Duplessis? Qu'est-ce qui tenait au patronage, à la corruption? C'est bien difficile à départager. Mais Duplessis incarnait une certaine image de la population canadienne-française. Mais il faut dire que c'est une image qui était loin d'être acceptée par tout le monde chez les Canadiens français. Et un endroit où Duplessis n'était pas populaire du tout, c'est chez les intellectuels, qu'il appelait des pelleteux de nuages, les poètes. Mais les poètes le lui rendaient bien. Il s'agit d'oublier les discordes ou les causes des discordes. Il s'agit de réaliser que nous sommes le gouvernement de tout le peuple de la province de Québec, indépendamment des convictions politiques et indépendamment de l'approbation ou désapprobation que nous avons reçue. En 1948, il y avait un groupe d'artistes, d'intellectuels qui avaient signé un manifeste, le refus global. Le texte du refus global est loin de faire la manchette des journaux. Pour certains qui en prennent connaissance, c'est tout simplement un rêve de poète, un rêve d'artistes qui n'ont pas reçu encore assez d'argent du gouvernement. Mais ces petits cercles-là, cette opposition-là est extrêmement importante. C'est encore marginal, mais c'est le ferment qui va annoncer des changements importants. Lorsqu'il y a une grève, l'ouvrier, le patron, le marchand, les gouvernements, les corporations municipales qui retiennent pas de taxes, tout en souffre. C'est pour ça qu'il faut exercer le droit à bon escient dans le cas d'une opération majeure. Comment on fait pour une opération majeure? La période où Maurice Duplessis est au pouvoir est marquée par de nombreuses grèves, mais qui n'ont pas toutes les mêmes motifs de déclenchement. Il y a la grève dans le textile à Valleyfield, mais la plus importante, la plus marquante, la plus populaire, c'est sans doute celle dans l'amiante en 1949. Elle met aux prises l'Asbestos Company et les ouvriers qui réclament une légère augmentation de salaire. La compagnie refuse et ce sera le lock-out. Pire encore, la grève.
police intervient, c'est l'affrontement.